est divisé. Le pivot n'avait pas sauvé l'entreprise, il n'avait fait qu'accélérer l'effondrement moral de l'équipe. La soi-disant hiérarchie plate, dont les startups se vantaient tant, s'avéra n'être qu'une illusion. Face à la crise, la décision de Léo fut autoritaire et sans appel. Ils n'étaient pas une équipe. Ils étaient les otages de la vision erratique d'un seul homme. Chapitre 6. L'amour au temps de la bulle Internet. Au milieu du chaos professionnel, la vie personnelle continuait, bien que de manière maladroite et déformée. Mathieu, qui vivait constamment dans un monde de chiffres et de risques, était tombé amoureux de Chloé. Il était attiré par son esprit vif et son attitude désinvolte, des qualités qui lui manquaient totalement. Cependant, sa façon d'exprimer ses sentiments était aussi gauche que lui. Il ne savait pas flirter. Le seul langage qu'il maîtrisait vraiment était celui des affaires. Alors, il essaya de l'utiliser. Dis, Chloé, comment ça t'est-il un après-midi alors qu'ils se croisaient à la machine à café? Je réfléchissais à ta trajectoire de croissance personnelle. Chloé haussa un sourcil. Ma trajectoire de croissance personnelle? Oui, dit Mathieu, le visage empourpré. Je pense que tu as un potentiel énorme. Le retour sur investissement, ROI, du temps passé avec toi, serait très élevé. Chloé le fixa un instant, puis éclata de rire. Ce n'était pas un rire moqueur, mais un rire surpris et quelque peu amusé. Mathieu, tu viens de calculer le ROI de sortir avec moi? Non, je veux dire. Je voulais juste dire que, balbutia Mathieu, complètement décontenancé. J'ai compris, dit Chloé, un sourire malicieux aux lèvres. Alors, tu penses que ma valorisation est de combien? Est-ce qu'on parle d'une fusion-acquisition, MA, ou juste d'un investissement providentiel, Angel Investment? Contre toute attente, la maladresse de Mathieu fonctionna, c'était étrangement authentique. Dans un monde rempli de discours polis et de performances calculées, sa gaucherie était une bouffée d'air frais. Une relation étrange commença à naître entre eux, bâtie sur des blagues autour du jargon des startups et une empathie partagée face à la folie de Léo. Leur idylle devint une fenêtre sur la vie privée des personnages, montrant comment le stress et le langage de la start-up envahissaient chaque aspect de leur existence. Même l'amour était filtré à travers le prisme des termes commerciaux. Quand Mathieu prit enfin son courage à deux mains pour inviter Chloé à dîner, il dit « Je voudrais proposer une réunion stratégique hors site pour discuter de synergies potentielles. » Chloé répondit « Proposition acceptée, mais tu dois promettre de ne pas parler d'IPO, introduction en bourse, pendant la due diligence. » Leur relation était un petit îlot de sincérité dans un désert d'artifice. Elle apporta une touche de chaleur humaine à l'histoire, un rappel que même au milieu de l'effondrement d'un rêve d'entreprise, des liens personnels pouvaient encore se tisser. Chapitre 7. Le plan Lisbonne. Le runway s'épuisait. Il ne restait que 6 semaines de trésorerie. Le pivot n'avait suscité aucun intérêt de la part des investisseurs. Le désespoir au bureau était palpable. Et puis, au plus profond des ténèbres, Léo eut une idée qu'il jugea géniale. Il entra en trompe dans le bureau un matin, agitant un magazine de technologie. « Ça y est, voilà notre réponse. » Sur la couverture se trouvait une publicité pour le Sommet européen de la technologie de Lisbonne, un événement fictif, l'un de ces grands rassemblements d'investisseurs, de journalistes et de start-up de premier plan venus de tout le continent. « Nous allons à Lisbonne, déclara Léo. Nous aurons un stand. Je ferai une présentation sur la scène principale. Nous allons faire sensation. C'est notre chance de nous lancer à l'international. » Ce plan n'était pas une stratégie mûrement réfléchie. C'était un acte de désespoir, un dernier coup de poker. Face à l'échec sur le marché national, Léo cherchait la validation sur une scène plus grande, plus lointaine. C'était une tactique classique des entreprises en difficulté, une fuite en avant, où un grand événement est perçu comme un remède miracle capable de résoudre tous les problèmes de fond. Au lieu de réparer le navire qui coulait, Léo proposait de le repeindre avec une peinture neuve et brillante et de le lancer en haute mer. Mathieu s'y opposa. « Léo, nous n'avons pas les moyens. Le coût du stand, les billets d'avion, l'hôtel, ça va engloutir tout le reste de notre budget. » « C'est un investissement, Mathieu, pas une dépense, » rétorqua Léo. « Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. » La tâche la plus difficile fut de convaincre Arnaud. Léo se prépara pour l'appel le plus important de sa carrière. Il invoqua la stratégie de Lisbonne de l'Union européenne, une véritable initiative lancée en mars 2000 visant à faire de l'UE l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Il expliqua à Arnaud que participer à cette conférence n'était pas seulement une opportunité commerciale, mais un acte en phase avec la vision stratégique de tout un continent. Étonnamment, Arnaud accepta. Peut-être était-il lui aussi désespéré. Peut-être pensait-il qu'un changement de décor pourrait produire un miracle. Ou peut-être voulait-il simplement donner à Léo une dernière chance de prouver que son histoire pouvait se vendre avant de débrancher complètement la prise. Il accepta de financer le voyage, mais à une condition, il devait avoir une démo parfaitement fonctionnelle à présenter. La décision était prise. La pression, déjà insupportable, venait de décupler.
Ils avaient 2 semaines pour construire un prototype d'un produit B2B qu'ils venaient à peine d'imaginer et pour préparer une performance qui déciderait du sort de l'entreprise. La course vers Lisbonne avait commencé. Partie 3. Le pitch de la dernière chance. Chapitre 8. Voyage en absurdie. Le voyage à Lisbonne fut une comédie d'erreurs, une démonstration que lorsque les choses commencent à mal tourner, elles continuent de le faire de manière de plus en plus créative. Pour économiser de l'argent, Léo avait réservé des billets sur une compagnie aérienne low cost nouvellement créée. Le vol fut retardé de 6 heures et ils durent attendre dans un terminal secondaire de l'aéroport d'Orly en mangeant des sandwichs rassis. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Lisbonne à minuit, ils découvrirent que l'hôtel que Léo avait réservé, annoncé comme étant proche du centre des congrès, se trouvait en réalité dans une zone industrielle de banlieue, à 1 heure de bus du lieu de l'événement. Mais la plus grande catastrophe concerna leur bien le plus précieux, la démo. Karim avait travaillé sans relâche pendant 2 semaines, codant comme un forcené pour créer un prototype présentable. Il avait gravé sur 2 CD-ROM, un pour lui et un pour Léo en cas de secours. Dans le taxi déglingué qui les menait de l'aéroport à l'hôtel, la valise de Léo, une valise bon marché, s'ouvrit brusquement. Sa boîte de CD-ROM fut projetée à l'extérieur et tomba dans un caniveau au bord de la route. Le disque de secours avait disparu. « Ce n'est pas grave, dit Léo, essayant de garder son calme. On a toujours le disque de Karim, pas de problème. » Mais il y eut un problème. En arrivant à l'hôtel, Karim découvrit que son sac à dos avait été lacéré et que son ordinateur portable ainsi que le CD-ROM contenant l'unique démo restante avaient été volés. Le silence dans le hall miteux de l'hôtel était à couper au couteau. Ils se tenaient là tous les 4, épuisés, sales et maintenant complètement démunis. 2 semaines de travail acharné venaient de partir en fumée. « C'est fini, dit Mathieu, la voix brisée. On est venu ici pour rien. » Chloé s'effondra sur un fauteuil déchiré, riant d'un rire hystérique. « C'est parfait. Une fin parfaite pour notre histoire. » Seul Léo refusait d'abandonner. Ses yeux brillaient d'une détermination folle. « Ce n'est pas fini, dit-il. Karim, tu te souviens du code? Mes souvenirs? Léo, il y a des milliers de lignes de code. Je ne suis pas un ordinateur. Tu ne l'as pas sauvegardé en ligne? On n'a pas de serveur de sauvegarde. On n'a même pas d'argent pour acheter du papier toilette de bonne qualité. Alors tu vas le réécrire, déclara Léo. Depuis le début, on a 36 heures avant la présentation. Tu peux le faire. C'était une demande absurde, une mission impossible, mais en regardant dans les yeux de Léo, Karim comprit qu'il n'avait pas le choix. Le voyage en absurdie entrait dans sa phase finale, la plus folle. Chapitre 9. La grande présentation. La salle de conférence principale du Sommet européen de la technologie de Lisbonne était vaste et moderne, un contraste saisissant avec le monde sordide que l'équipe d'Eureka Web avait connu au cours des 36 dernières heures. L'auditorium était bondé d'investisseurs en costume, de journalistes spécialisés en technologie avec leurs ordinateurs portables et d'autres fondateurs de start-up, tous venus chercher la prochaine grande idée ou évaluer la concurrence. Sur scène, un écran géant affichait le logo de la conférence. Léo se tenait en coulisses vêtu de son plus beau costume. Il paraissait posé et confiant, personne n'aurait pu deviner qu'il n'avait dormi que 3 heures en 2 jours. Il répétait son discours, ses incantations sur la disruption et les écosystèmes. Dans un coin sombre derrière la scène se trouvait leur centre de commandement improvisé. Karim et Mathieu étaient penchés sur un nouvel ordinateur portable qu'ils avaient dû acheter avec la carte de crédit de Mathieu. Karim ressemblait à un fantôme. Il avait codé sans interruption, alimenté par une dose dangereuse de caféine et de sucre. Il avait réussi à créer une version allégée de la démo, le squelette de l'idée originale. C'était extrêmement instable, mais ça existait. Ils essayaient de se connecter à leur serveur à Paris via la connexion Wi-Fi intermittente du centre des congrès. « C'est trop lent, murmura Karim. La latence est énorme. Chaque requête prend plusieurs secondes. »« Fais-le quand même, dit Léo depuis les coulisses, tant que ça marche quand j'appuie sur le bouton. » Chloé se tenait à leur côté, son rôle se limitant désormais à un soutien moral, ou peut être à celui de témoin de la catastrophe imminente. Elle avait créé les diapositives de la présentation de Léo, des diapositives remplies de graphiques prometteurs et de mots-clés à la mode, toutes basées sur des données entièrement fabriquées. Et maintenant, annonça le présentateur sur scène, une entreprise venue du cœur de l'innovation parisienne, la Silicon Sentier, va partager sa vision de l'avenir du logiciel d'entreprise. Veuillez accueillir Léo Dubois d'Eureka Web. Les projecteurs se braquèrent sur Léo alors qu'il entrait en scène. Il sourit à la foule, un sourire radieux et convaincant. La pièce avait commencé. Il entama son discours, sa voix résonnant dans l'auditorium. Il parla de changement de paradigme, d'autonomisation des entreprises, d'une révolution de la productivité. Les diapositives de Chloé défilaient derrière lui, professionnelles et impressionnantes. En coulisses, Karim tapait les dernières lignes de commande. « J'ai désactivé la plupart des vérifications d'erreurs, dit-il à Mathieu. Si quoi que ce soit de mal formaté est entré, tout le système va planter. »« Ne t'inquiète pas, dit Mathieu d'une voix peu convaincante. Léo sait ce qu'il fait. » Sur scène, Léo arrivait à la partie cruciale. « Les paroles sont faciles, dit-il à la foule, mais chez Eureka Web, nous croyons en l'action. »
Alors, au lieu de simplement vous parler de l'avenir, je vais vous le montrer. Il se tourna vers l'écran. Et maintenant, une démo en direct. En coulisses, Karim prit